à tous. Enchantée d'être là. On va passer une petite heure ensemble à décrypter l'impact du changement climatique en Pays de la Loire. Et pour cela, on va s'appuyer sur les deux rapports du GIEC des Pays de la Loire. Moi, je me présente, je suis Anne Laurence et je suis la directrice du pôle Nouveau Modèle à Comité 21 Grand Ouest. Alors, en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas le GIEC des Pays de la Loire, le GIEC des Pays de la Loire, il a été créé en 2020 à l'initiative du Comité 21 Grand Ouest, qui s'est dit, ça fait 15 ans que nous travaillons sur les sujets de la transition pour les acteurs publics et privés, comment mieux décrypter l'impact du changement climatique au niveau des territoires. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce GIEC des Pays de la Loire qui regroupe 22 scientifiques. Et l'objectif de ce GIEC des Pays de la Loire, c'est vraiment de travailler avec des scientifiques, d'apporter des données scientifiques et de faire le lien entre les scientifiques et la société civile et les acteurs économiques. Donc voilà comment ça se passe. Et là, on va décrypter les deux premiers rapports qui concernent à la fois déjà constater les impacts réels et le deuxième rapport qui était sur les propositions d'action. Sachant que je vous dirai à la fin un petit peu les prochains travaux du GIEC des Pays de la Loire. Bon, je pense qu'un certain nombre de vous le savent, mais on va remettre un petit peu la trajectoire des températures. On sait qu'au niveau mondial, on a un réchauffement, alors là on était sur 2023, de plus 1,2 degré. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est l'accélération depuis les années 1980. Et le point là qui est assez, on va dire, problématique, c'est qu'on sait que 2024 a été l'année la plus chaude au niveau mondial et que 2025, on commence déjà à être au-dessus de 2024. Donc on va dire que les trajectoires de température au niveau mondial sont plutôt problématiques. Par rapport à ça, comme vous le savez, le GIEC international a fait 4 scénarios en lien avec le lien entre l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et les scénarios d'évolution de température. Comme vous le savez, l'objectif était, au niveau des accords de Paris de 2015, est toujours d'être en dessous de la barre des 2 degrés à la fin du siècle. Mais on le sait, hélas, on est en train de s'acheminer sur un scénario de plus 4 degrés. Et si on ne fait rien, en tout cas pas suffisamment, on risque un scénario vraiment catastrophique. Et au fait, c'est important de bien se remettre dans les deux scénarios parce qu'au fait, les 4 scénarios du GIEC international, puisqu'au fait, le GIEC des Pays de la Loire a justement travaillé avec ces 2 scénarios dans tout ce que je vais vous présenter. Sur le GIEC des Pays de la Loire, on va travailler sur le scénario le plus optimiste, c'est-à-dire le RCP 2.6, là où il y a eu une forte diminution des émissions de gaz à effet de serre, et le scénario le plus pessimiste, le RCP 8.5, sur lequel on serait sur une élévation de température à plus 5 degrés. Alors, à quoi il faut s'attendre dans le Grand Ouest ? Déjà, l'écart de température, il est plus élevé dans le Grand Ouest et surtout, il est à plus 1,6 degrés. Et au fait, ce qui est surtout important de retenir par rapport à cette température, c'est que ce n'est pas depuis 1850 qu'il y a cette élévation de température, mais c'est depuis 60 ans seulement. Et donc, on voit que dans notre région, il y a eu une accélération sur les 60 dernières années. Ensuite, justement, pour faire le lien avec ce que je vous disais au niveau des 4 scénarios du GIEC international, vous allez voir, en tout cas, le rapport a vraiment pour objectif de rendre très accessible. Donc, il y a beaucoup de cartes qui ont été faites. Et à chaque fois, vous allez voir, on a 3 horizons temporels. 2035, c'est-à-dire demain.
2055, là où on doit normalement atteindre la neutralité carbone, et puis la fin du siècle, 2085. Donc à chaque fois, dans toutes les cartes que je vais vous présenter, il y aura des cartographies qui vont illustrer le scénario bas, hein, en dessous des 2 degrés, et le scénario très élevé, au-dessus d'une température moyenne à plus de 5 degrés. Donc là, cette carte, elle visualise bien l'élévation de la température annuelle moyenne sur la région des Pays de la Loire. Ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est, vous le voyez au niveau graphique, on voit bien que, là on est sur la période jusqu'à 2005, là on a des couleurs qui foncent un peu, mais dans le scénario le plus élevé, très élevé, on voit bien qu'à la fin du siècle, il y a une forte élévation des températures. Et si on prend l'exemple de Angers-Loire Métropole, on voit que de toute façon, quels que soient les scénarios, on va dire les 15 à 20 prochaines années sont jouées. Et que ça soit le scénario où on va fortement réduire, on va élever les températures jusqu'à 2055 à une température moyenne dans notre région, sur Angers-Loire Métropole de 13,2 degrés. Mais après, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça baisse. Par contre, si on ne fait pas suffisamment d'efforts et si on continue sur une augmentation forte des émissions de gaz à effet de serre, vous voyez qu'on prend presque 3 degrés à la fin du siècle. Alors, pour votre information, pendant cette conférence, parfois je vous donnerai des données sur la région des Pays de la Loire. Des fois, je vais zoomer sur Angers Métropole parce qu'on est à Angers, et des fois sur le Maine-et-Loire. En fait, on a des données, on peut aller sur des données ce qu'on appelle EPCI, donc communauté de communes par communauté de communes au niveau des Pays de la Loire. On a beaucoup de données, mais on ne les a pas toutes à ce maillage aussi fin. Donc voilà, je jongle entre Pays de la Loire, Maine-et-Loire ou carrément Angers-Loire Métropole. Et ça, on peut l'adapter à chacun des territoires en fonction de vos besoins. Une des premières conséquences de ce réchauffement, de ce changement climatique, c'est le nombre de vagues de chaleur. Et vous le voyez avec cette carte, elle est vraiment très très illustrative, avec cette forte augmentation des vagues de chaleur. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qu'une vague de chaleur ? Une vague de chaleur, c'est 5 jours consécutifs à plus de 25 degrés. Voilà, de température moyenne. Donc voilà, et donc c'est sûr que cet impact-là, on le comprend très bien, à la fois au niveau des écosystèmes, de l'agriculture, mais aussi de nous, qu'on soit citoyens ou salariés. On sait très bien, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, que les vagues de chaleur impactent la productivité des salariés, et donc il faut en être conscient, et on sait qu'il y a des évolutions du travail en lien avec ces vagues de chaleur. Et de façon, au niveau chiffré, sur Angers-Loire Métropole, pareil, vous voyez bien que le nombre de jours de vagues de chaleur, il augmente de 16, et après il diminue si on a vraiment des efforts collectifs pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et par contre, le scénario très élevé, celui-ci, il est quand même assez inquiétant, parce que 68 jours, vous voyez, ça fait 2 mois et demi. 2 mois et demi avec des vagues de chaleur, c'est quand même important. Autre impact, c'est les précipitations. Alors, on l'a vécu encore cette année de façon très forte dans notre région et en France en général. Alors, comment évolue le régime des précipitations ? Alors, en tout cas, le GIEC des Pays de la Loire, mais même au niveau, en tout cas le GIEC au niveau des Pays de la Loire, ne prévoit pas d'évolution majeure sur le cumul annuel des précipitations. Ce qui va changer, on le sait, c'est la répartition de ces pluies et leur intensité. Et donc, ce qui est assez inquiétant, parce que, en fait, les pluies arrivent de façon beaucoup plus intense, souvent sur des sols qui n'ont pas la capacité de recevoir autant d'eau, et ce qui fait ce qu'on connaît. Et donc là, justement, sur cette
sur ce scénario d'évolution des précipitations des pays dans le Maine-et-Loire, vous voyez que la courbe, on s'achemine sur une saison, on va passer de 4 saisons à 2 saisons. Hein, et on aura une saison humide qui commencera assez tardivement dans l'année, novembre-avril, et on aura une saison sèche d'avril à fin octobre. Donc ça a un impact parce que ça a un impact bien sûr sur toute l'agriculture, sur tous les écosystèmes, et puis sur la capacité des sols à recevoir l'eau. Alors, les conséquences par rapport à ce constat, c'est le premier, en lien avec l'eau, c'est les risques d'inondation. Là, cette carte, elle est assez intéressante parce qu'au fait, elle permet d'évaluer sur chacun des territoires le nombre de communes concernées, le nombre d'habitants concernés et le nombre d'emplois concernés. Et là, on le voit bien sur cette carte des Pays de la Loire, et sur Angers particulièrement, on ne le sait pas obligatoirement, mais sur Angers, au fait, la région angevine est vraiment très impactée par rapport à ce risque d'inondation. C'est le territoire en Pays de la Loire, vous voyez. Non, il y a aussi... Alors attendez, il y a les... que je ne me trompe pas, il y a les deux. Non, c'est celui-ci. Hein. Donc c'est 47 communes, 154 700 habitants exposés, 109 000 emplois. Donc il y a vraiment un gros impact sur la région en termes de risque d'inondation. Et la vallée de la Maine particulièrement. J'espère que vos entreprises ou vos habitats ne sont pas dans ces régions-là. Sinon, il va falloir s'adapter. Un autre sujet aussi, c'est l'exposition du territoire d'Angers Métropole au risque de retrait gonflement d'argile. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment voir que c'est un phénomène qui est loin d'être anecdotique. Hein. Il concerne 48% du territoire et près de 54% de maisons individuelles. Donc je ne sais pas si votre maison est concernée. Moi, sans parler de ma vie perso, la maison de mes parents est concernée. Donc on voit directement les fissures qu'il peut y avoir liées à ce gonflement de l'argile quand il y a de l'humidité de la pluie et à ce retrait quand on a des sols secs. Et ça signifie, et sur les 54% des maisons individuelles, pour information, il y a 16% des maisons qui sont considérées avec un risque fort. Donc c'est quand même un nombre important. Et sur ce sujet du retrait gonflement des argiles, en France, en 2022, là on a les chiffres en 2022, ça a coûté quand même aux assureurs presque 3 milliards d'euros. Donc c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet dans notre région. Un autre risque, c'est le risque des incendies. Alors ça, quand on a commencé à travailler sur le GIEC des Pays de la Loire avec les 22 scientifiques, on ne pensait pas que ce risque-là allait arriver en région Pays de la Loire. Quand on parle en France des feux de végétation liés à la sécheresse, on pense au PACA, hein, où il y a un risque très élevé. Eh bien, en Pays de la Loire, bien sûr, le risque est moins élevé qu'en PACA, mais il existe. Vous voyez bien cette carte, toujours scénario optimiste, scénario pessimiste. Hein, et il y a un territoire qui est vraiment très, très concerné, c'est le territoire de la Vendée. Hein, où en plus il y a beaucoup d'agriculture et on sait que souvent les feux partent avec des étincelles qui peuvent avoir lieu quand il y a une machine agricole et ça peut s'enflammer très vite. Donc une augmentation du risque de feu de 20 à 30%. Et pareil, là, dans le Maine-et-Loire, on passe sur un nombre de départs de feu de 4 en 2035 jusqu'à 14 pour un scénario très élevé. Autre conséquence de ce changement climatique en Pays de la Loire, c'est l'élévation du niveau de la mer. Hein. On le sait tous, on en parle beaucoup hein, de cette élévation et des sujets du trait de côte. Là, si on prend la projection du marais grave de Saint-Nazaire, on a une médiane qui est située entre 25 et 60 sur un scénario neutre et sur un scénario très émetteur, ça fait une augmentation de plus de 1,20 m.
Pour info, quand il y a eu Xynthia, je ne sais pas si vous vous rappelez de Xynthia, qui a eu quand même des fortes conséquences en Vendée, on était sur 60 cm. Hein. Donc, vous voyez l'impact. Et de toute façon, là, c'est pareil, on le voit on le voit, c'est un sujet qui est de plus en plus important sur tout le territoire de l'Ouest et de la façade atlantique. Et là, vous voyez directement l'indicateur de vulnérabilité des territoires avec ce risque de submersion. Donc, en effet, sur la baie de l'Aiguillon ou en face de Noirmoutier à la barre des Monts, c'est risque très très fort. Et donc là, clairement, il va falloir s'adapter pour agir. Donc soit, on sait très bien qu'au niveau des territoires, hein, maintenant il y a des bandes de territoires où soit les maisons sont détruites, soit on interdit de construire. Donc ça a des gros impacts sur ça. Toutes ces conséquences du changement climatique, ça a des conséquences financières. Là, c'est une étude en France, de France Assureur, qui montre que entre la période 1990-2020 et la période dans laquelle on est, 2020-2050, on va doubler le coût des risques naturels. Et donc, bien sûr, ça a un fort impact sur le coût de nos assurances, hein, donc à la fois pour les collectivités, à la fois pour les entreprises et également pour les particuliers. On a un petit peu plus de détails là par typologie de risque. Là, on est en France, mais on voit, et en Pays de la Loire, au fait, les risques les plus importants, c'est ces quatre-là. C'est ces quatre-là. Et le point important aussi, c'est une étude pareille de France Assureur. En 2023, c'est là où il y a eu le plus la plus grande fréquence, la fréquence et la diversité des catastrophes naturelles. Et c'était la 3e année la plus coûteuse au niveau de la profession depuis les années 80. Donc, on le voit bien. Et nous, notre région, c'est donc sécheresse, inondation, submersion, tempête. Donc, il faut en tout cas anticiper ces risques et tout faire pour que, au final, on le sait, hein, même si certains ou encore, en tout cas, le coût de l'inaction est plus cher que l'action. Et ça, c'est vraiment important. Et on le voit concrètement avec des chiffres des assureurs sur ces sujets-là. Alors, un petit sondage. Parce qu'en plus, il est bientôt midi, donc bientôt 1h, vous avez peut-être faim. J'espère que vous n'allez pas vous endormir. Souvent, on s'endort après. C'est juste pour savoir un petit peu le public que j'ai dans la salle. Qui est une entreprise ou du secteur des entreprises, hein, donc on va dire moitié. Qui est des... Ah se sont réveillés. Qui est plutôt une collectivité. Très bien. Merci. Et secteur associatif, étudiant, enseignement. Voilà. Les deux, mais on peut être de tout, en effet. Donc là, je vais faire un petit zoom, mais très rapide, sur l'impact pour les entreprises et de toute façon l'impact pour les collectivités ou le secteur associatif ou de l'enseignement est également celui-ci. En tout cas, ce qui est important, et vous l'avez vu, c'est qu'on est à la fois sur des risques physiques, hein, qui concrètement impactent vos activités, impactent vos industries, avec des dommages climatiques sur les installations. Hein. Et donc on a en effet, comme on l'a vu, des risques chroniques, hausse de température, hausse du niveau de la mer, et des risques aigus, type canicule, tempête, incendie, crue, inondation. Et puis aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on a parlé des vagues de chaleur, on ne le voit pas encore suffisamment. Alors certains secteurs, si. Hein, le bâtiment, je peux vous dire que quand ils travaillent avec des vagues de chaleur, ils ont déjà
certains ont déjà commencé à travailler sur des plans d'adaptation pour leurs salariés, pour pas les mettre en pleine canicule ou en pleine vague de chaleur en train de couvrir des toits, par exemple. Mais dans une usine, c'est pareil. Tout dépend comment elle est isolée, mais on sait que, en tout cas, il y a un vrai risque physique sur les collaborateurs. Et ça, c'est vraiment important de le faire prendre conscience aux ressources humaines, qui sont peut-être pas moins que des gens qui sont dans la transition écologique tous les jours, de montrer, au fait, et de travailler avec eux pour adapter, au fait, le travail et que les salariés, on soit quand même sur des situations de bien-être et qu'on les mette pas en danger. Et puis après, il y a tous les risques de transition, à la fois politiques, réglementaires, technologiques, aussi de réputation pour les entreprises qui ne vont pas vers la transition. Après, là, je vous ai un peu dépeint, c'est de façon très objective, les risques dans notre région, mais il y a également des opportunités et l'objectif, ça a été en tout cas de voir avec le deuxième rapport du GIEC des Pays de la Loire, quelles étaient les actions qu'il y avait à mettre en place en lien avec ce constat. Donc, alors pareil, je vais refaire un petit sondage. On va parler de 4 secteurs. La construction, l'industrie, le transport, l'agro. Alors, qui vient de la construction ? Ou qui a des relations avec la construction. Voilà. 5, 6. De l'industrie. Alors bon, hors construction. Industrie, personne de l'industrie. Du transport. Personne du transport, mais bon, bah, pourquoi pas. Et de l'agroalimentaire ? D'accord. Mais de toute façon... tout va vous intéresser parce que, bien sûr, une industrie ou la construction ou l'agroalimentaire utilise les transports, etc. Donc, alors déjà, pour remettre le sujet, avant de rentrer secteur par secteur, nous, le message qu'on veut vraiment faire passer au niveau de Comité 21 Grand Ouest et GIEC des Pays de la Loire, c'est il n'y a pas de... Au fait, il faut à la fois travailler l'adaptation et l'atténuation. Donc il y a eu un moment où on travaillait beaucoup sur l'atténuation, c'est très bien, on travaille encore beaucoup, sans parler de l'adaptation. Les sujets de l'adaptation viennent de plus en plus dans les acteurs publics et privés, mais le sujet, c'est pas de se dire ah ben non, on va arrêter, on va faire moins d'efforts sur l'atténuation parce que de toute façon là on va faire un plan d'adaptation. Il faut vraiment faire les deux en même temps pour travailler ces sujets-là. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir s'adapter parce qu'on sait quand même que sur les 10 à 15 prochaines années, les jeux sont faits. Donc, il y a quand même ce sujet de l'adaptation. Alors, donc là, c'est une photo générale des émissions de gaz à effet de serre en Pays de la Loire, à l'échelle régionale. Donc là, ce qui est important sur ce graphique, c'est de voir au fait les émissions qui sont liées à nos activités, donc en bleu, aux activités économiques, et de voir l'évolution. C'est aussi intéressant de voir les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la biomasse, donc avec tout ce qui est réseau de chaleur, chaufferie, et ça augmente. Donc il faut aussi se poser des questions sur ces sujets-là. Et puis après, il y a tous les émissions liées au secteur UTCF, c'est-à-dire les terres et forêts. Et hélas, on sait que nos forêts sont de moins en moins en bonne santé et que donc, au fait, elles relarguent des émissions. Et ça, il y a un vrai enjeu sur comment travailler sur le sujet de la forêt pour qu'elle devienne plus saine et qu'elle capte vraiment du CO2 et pas qu'elle en rejette. Et on voit que c'est en évolution. Donc voilà sur un petit peu la répartition en termes des émissions de gaz à effet de serre en Pays de la Loire. Après, par secteur, contrairement, on sait qu'en France, c'est le transport. Dans notre région qui est très agricole, c'est l'agriculture qui est le secteur agriculture qui est le plus émetteur avec 27,7% des émissions de gaz à effet de serre.
Ensuite, très proche, les transports routiers à 26,4 et ensuite le secteur du bâtiment tertiaire et résidentiel. Alors, par rapport à cette par rapport à ces 31 millions de tonnes équivalent CO2 que rejettent les activités en Pays de la Loire, les scientifiques du GIEC des Pays de la Loire ont émis des objectifs pour réduire notre empreinte carbone. Et donc, l'objectif, c'est de réduire de 6% par an pour arriver... vous le voyez, à 6 millions de tonnes équivalent de CO2 à la fin du siècle. En parallèle, on le sait qu'il y a réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également augmenter les puits de carbone pour capter ce CO2. Et là, c'est pareil, le GIEC des Pays de la Loire a défini des objectifs que vous voyez, qui sont de capter plus 150 000 tonnes équivalent CO2 avec le puits carbone par an. Alors, j'avais une équivalence, je ne me rappelle plus, il faudrait que je la retrouve, qui était assez intéressante, sur la séquestration, justement, à quoi correspond 150 000 tonnes en termes de nombre, en termes de soit de prairies, soit de forêts. En tout cas, le sujet sur la séquestration carbone dans notre région, c'est le sujet, il y a un gros enjeu sur les zones humides. On a beaucoup de zones humides dans notre région et on sait que les zones humides sont des zones qui captent énormément de CO2. Donc il faut qu'on les conserve, il faut qu'on les entretienne pour qu'elles continuent à garder leur potentiel de captation de CO2. Un des gros enjeux sur ces émissions de gaz à effet de serre, sur les activités économiques et même et sur la vie des habitants des Ligériens, au fait, 2/3 des émissions, que ce soit sur le transport, l'agriculture, le bâtiment, viennent du sujet de l'énergie. Donc, il y a un gros enjeu de réduire les émissions de gaz à effet de serre avec la réduction énergétique de 40%. À la fois en travaillant sur l'efficacité énergétique, mais également, à ne pas oublier, la sobriété énergétique. Et tout ce qu'on ne réussira pas à réduire en termes de consommation, il faut travailler sur tout ce qui est énergie renouvelable. Et donc, le GIEC des Pays de la Loire préconise d'investir sur le solaire et l'éolien offshore. Sachant qu'au niveau de la consommation énergétique, les 3 secteurs les plus énergivores, c'est la construction, avec 39%. Ensuite, c'est le transport et l'industrie. Alors justement, sur la construction, qu'est-ce qu'il en est? Alors déjà, pour refaire un état des lieux, un point qui est important, c'est l'artificialisation des sols. Puisque quand on construit, on artificialise. Pour information, les Pays de la Loire est le département français le plus artificialisé. À la fois parce qu'on a une région qui est très dynamique et à la fois parce qu'on a une région qui est très touristique et donc où il y a beaucoup de résidences secondaires. Donc on a un territoire artificialisé à 11,2 alors qu'en moyenne en France c'est 9 et quelques. Donc voilà un petit peu. Un point qui était important. Et puis, après, je reviendrai là-dessus. Donc ça, on voit tout de suite sur l'artificialisation des sols. Si on prend Angers, il y a 35 000, le Maine-et-Loire, 35 800 habitants, plus 4,6%. Le nombre de logements construits, plus 11%, et le nombre d'hectares consommés, plus 4288 hectares consommés. Donc ça, on peut le faire sur chacune des régions. Et on voit bien que, bien sûr, la région de Nantaise est très impactée. Mais aussi, vous le voyez, et ça c'est aussi intéressant de le voir, c'est ce que je vous disais sur les résidences secondaires, des zones où on peut se dire que c'est un peu moins habité, toute la Vendée est très artificialisée.
Le sujet aussi sur le secteur de la construction, comme je vous l'ai dit, c'est le plus gros émetteur et consommateur, pas émetteur, consommateur d'énergie. Il y a donc un sujet de réduire la consommation énergétique liée à l'habitat. Et à ce jour, à la fois en France, mais également en Pays de la Loire, on sait que le rythme des rénovations annuelles est insuffisant. Il y en a environ 50 000 par an. Et pour information, dans la région des Pays de la Loire, on a quand même 60% des logements qui sont classés E, F ou G. Ça, c'est des données de 2018. Elles ont peut-être un peu évolué, mais vous voyez, 60%, c'est énorme. Donc, il y a un travail énorme à faire sur les logements. Il y a à la fois... il y a aussi un sujet dont on parle moins, mais qui est un sujet très important pour bien allier transition écologique et transition juste. Parce que sur ce sujet des logements classés E, F ou G, sur les logements en précarité, ça concerne quand même 21%, donc presque un quart des ménages du Pays de la Loire. Donc on voit bien que le sujet, c'est rénover pour les personnes qui sont les plus précaires. Et les préconisations, donc suite à ces constats, les préconisations du GIEC des Pays de la Loire sur le secteur de la construction, ils sont de 4 ordres. Ils sont bien sûr, comme je vous l'ai dit en amont, de lutter contre l'artificialisation des sols. Voilà, je retrouve ce chiffre. Je pensais bien que c'était celui-ci, mais je ne voulais pas vous dire de bêtises. À ce jour, en Pays de la Loire, on artificialise 8 terrains de football par jour. Voilà, donc vous voyez un terrain de football, ce que ça fait. Bon, je ne sais pas combien de mètres carrés, mais c'est quand même pas négligeable. 8 terrains de football par jour. Hein. Donc, et donc, en effet, comme je vous disais, on est au-dessus de la moyenne nationale. Donc, le sujet pour lutter contre l'artificialisation des sols, c'est comment on optimise l'usage des bâtiments. Hein. C'est-à-dire que à ce jour, pareil, il suffit d'observer ce qui se passe dans des parcs d'activités ou même chez nous. Sur les bâtiments tertiaires, il y a 55 à 70% des bâtiments tertiaires qui sont inoccupés dans l'espace-temps. Parce qu'il y a les week-ends, parce qu'il y a les nuits. Donc, en fait, un bâtiment tertiaire, il est utilisé à la moitié du temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur l'usage des bâtiments? Et je sais que, comme nous, on travaille avec des acteurs de la construction, il y a des réflexions là-dessus, sur comment on travaille sur l'usage de nos bâtiments. Les collectivités aussi travaillent sur comment on travaille sur l'usage de nos bâtiments publics, de se dire, une école, est-ce qu'elle ne peut pas être ouverte aussi pour des associations à des moments, le soir pour des réunions ou pour d'autres choses. En tout cas, il y a vraiment ce sujet de réfléchir sur l'usage de nos bâtiments. Et un point aussi important sur l'usage, là je vous parle des bâtiments professionnels, c'est la même chose pour les individus. Je vous disais qu'on est une région touristique avec beaucoup de résidences secondaires. Il y a 348 000 logements qui sont vacants parce que c'est des résidences secondaires. Et donc, on le sait aussi avec le problème des saisonniers, quoi. Bon, tous ces sujets-là, à la fois dans notre sphère privée et dans notre sphère professionnelle, montrent qu'il faut qu'on réfléchisse sur l'usage. Et un point aussi intéressant sur la construction, et moi je suis la première à avoir envie d'avoir soit un grand appartement, soit une maison où on a de l'espace. Il faut aussi qu'on réfléchisse sur les espaces et donc comment on peut travailler sur des habitats collectifs et partagés. Et que dans un immeuble, dans un lotissement, prévoir des espaces collectifs pour réduire les surfaces individuelles. Parce qu'à ce jour, en fait, on a... Attendez, j'ai les derniers chiffres, je ne m'en rappelais plus, mais c'est assez intéressant. Par personne, en Pays de la Loire, il y a, en 2020, on avait 51,2 mètres carrés par personne. Donc, x 4, si on prend une famille moyenne, ça fait quand même 200 mètres carrés. Alors, bon, et en 2013, donc 7 ans avant, on était à 49,5. Donc en fait, on est toujours en train d'augmenter, malgré le coût élevé de l'habitat, on est toujours en train d'augmenter les surfaces. Donc il y a un sujet vraiment à réfléchir sur à la fois l'usage et à la fois sur des espaces collectifs au niveau des habitats. Et puis, le sujet de la réhabilitation des bâtiments, je vous en ai parlé sur l'énergie, avec ce sujet de la consommation énergétique des bâtiments et de la précarité.
Deuxième secteur, attendez, il ne faut pas que je vois des gens qui partent, c'est normal, ils ont faim. Moi aussi. Le secteur de l'industrie, donc, bon, là, c'est une photographie. Le secteur de l'industrie a diminué ses émissions de gaz à effet de serre parce qu'il y a eu quand même des efforts importants faits au niveau énergétique, au niveau de la production. Mais en tout cas, pour le GIEC des Pays de la Loire, ça reste encore un effort en demi-teinte. Il faut continuer ces efforts-là pour réduire à la fois la consommation énergétique et aussi les transformations de modèles. Donc, sur le secteur de l'industrie, en termes de transformation de modèles, justement, c'est comment imaginer des productions avec moins de matière, mais une meilleure matière, ou une meilleure matière avec moins de matière. Bref, je me résume. En fait, c'est tous les sujets d'économie circulaire, d'éco-conception, jusqu'à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, pour voir comment on peut vraiment utiliser moins d'énergie, moins de matière lors de nos productions. Il y a aussi ce sujet de reterritorialiser la production, relocaliser nos achats au maximum, et bien sûr de travailler sur toute la décarbonation de nos énergies, récupération de chaleur, hydrogène vert ou biogaz. Le secteur du transport. Là, c'est assez intéressant, c'est de montrer les flux de déplacement. Donc là, on peut aller sur une maille assez fine. Ce qui est intéressant, en fait, à retenir dans ces flux de déplacement, c'est qu'en 1960, on va dire, moi, mes parents, vous, peut-être vos grands-parents, on faisait une dizaine de kilomètres par jour pour se rendre à notre travail. Aujourd'hui, c'est 50 km en moyenne pour les habitants des Pays de la Loire. Parce que, étalement urbain, parce que les centres de travail ou les usines sont soit en campagne et les gens habitent en ville, etc., ou vice-versa. Au fait, il y a 60... Ça, c'est le chiffre, si vous voulez revenir et faire bouger un petit peu les gens sur la mobilité, pour se dire comment on peut travailler la mobilité douce dans mon organisation ou sur mon territoire. Il y a 66% des Ligériens qui font moins de 5 km par jour pour se rendre au travail. Donc 5 km. Il y a un vrai sujet, en effet, de mobilité sur des territoires ruraux. Sur ce chiffre, 66% des Ligériens qui font moins de 5 km, on imagine bien qu'on peut peut-être réfléchir à faire autrement. C'est de l'organisation, je sais, quand on a des enfants, quand on a un travail, etc. Mais en tout cas, il y a ce sujet-là de changer notre rapport avec l'automobile, entre autres. Donc, en effet, là, la répartition des déplacements, vous voyez, souvent, on se dit, oh, non, c'est les camions qui polluent le plus. Non, c'est nous. C'est nous. C'est la voiture individuelle, et particulière, voilà. Donc, c'est la voiture individuelle, 54%. Et pourquoi ? Pour se rendre au travail, 46%. Donc, les préconisations du GIEC des Pays de la Loire, bien sûr, c'est réduire les distances parcourues, développer tous les sujets des mobilités douces, voire aussi travailler sur les motorisations alternatives, et puis sur le sujet du fret routier, voir comment on peut travailler sur de reports modal, sur du ferroviaire ou du fluvial. On a quand même la chance dans notre région d'avoir beaucoup déjà un fleuve magnifique, la Loire, et puis d'autres affluents. Secteur de l'alimentation, alors il n'y a pas grand monde qui est du secteur de l'alimentation dans la salle, mais on est quand même tous concernés, parce qu'on mange tous. Donc indirectement, il faut quand même réfléchir à nos actions sur l'alimentation. Et donc, le gros sujet, c'est réduire les importations agricoles. Alors, je n'ai plus le chiffre, mais le port de Saint-Nazaire importe des tonnes et des tonnes de soja pour notre agriculture. Donc, en fait, c'est comment on peut réduire et travailler sur une agriculture différente. Donc, en effet, réduire les importations agricoles, donc à la fois pour les aliments, comme je dis, mais aussi pour les intrants qui sont nécessaires. Les intrants, soit chimiques, soit type le soja. On peut se dire, je ne sais pas si on le qualifie comme intrant, d'ailleurs, il faut que je me pose la question.
on pourra en parler tout à l'heure. Et généraliser, développer une agriculture avec des pratiques agroécologiques, donc qui diversifie les cultures, qui les diversifie, qui fait de la rotation de cultures, travailler sur tout le sujet de l'agroforesterie, donc planter des haies dans les champs, remettre du bocage, faire de la vigne. Alors oui, on est quand même un pays du muscadet, un pays même à Angers, le Val-de-Loire. Et puis tout le sujet de l'eau. Pour information, sujet de l'eau qu'on va travailler là et qu'on est en train de travailler, et je vais vous en dire un peu plus à la fin de la présentation. Pour finir, on a parlé bien sûr d'atténuation et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre que par nos activités économiques, par nos activités humaines, nous produisons, on va dire. Mais il y a le sujet des puits carbone. Hein. Je vous ai parlé au tout début des 150 000 tonnes équivalent CO2 à capter par an, en tout cas dans les préconisations du GIEC des Pays de la Loire. Et donc, il y a ce sujet des puits carbone. Comment on augmente les puits carbone et donc avec un objectif de séquestrer 4 millions de tonnes de CO2 en 2050, avec différentes propositions des scientifiques du GIEC des Pays de la Loire. Je vous en ai parlé, l'agroforesterie, avec un objectif de 900 000 arbres par an. Donc, allez-y, hein, il y a plein d'actions là-dessus. Allez planter des arbres le week-end. Après, il faut le faire bien. Faut pas, bon. Mais en tout cas, il y a le sujet de planter 900 000 arbres par an. Comment protéger nos forêts et donc avoir une gestion durable des forêts. On en a parlé tout à l'heure. Il y a le sujet des haies, hein, qui est en lien avec l'agroforesterie. Donc, comment on remet des haies sur ces grands champs et la fin du bocage. Comment on allonge aussi la durée des prairies, parce qu'on sait que les prairies captent du CO2, mais comment justement on développe ça. Comment en ville on renature, hein, ça c'est un point très important. Les villes type Nantes, Angers travaillent, ou d'autres, hein, mais travaillent sur ces sujets-là. Et puis, je vous en ai parlé, le sujet des marais et des zones humides, très très important, d'autant plus que notre région, le lac de Grandlieu, c'est la deuxième zone humide la plus importante en France. Hein. Lac de Grandlieu, pour les Angevins et ceux qui connaissent moins vers Nantes, c'est juste au sud de Nantes. C'est une magnifique zone. Voilà, j'en ai fini. On va pouvoir prendre quelques questions si vous voulez, pour vous dire un petit peu les suites des travaux du GIEC des Pays de la Loire. Donc, comme je vous l'ai dit, le comité 21 Grand Ouest, qui est un réseau d'acteurs de 200 adhérents, travaille avec les scientifiques sur 3 nouvelles thématiques pour 2024-2026. Donc, on est déjà au travail sur l'eau. Donc, quel impact du changement climatique sur le cycle de l'eau ? Quel impact du changement climatique en Pays de la Loire sur les populations? Donc là, c'est le sujet de la vulnérabilité des populations. Et troisième thématique sur laquelle on est en train de travailler actuellement, quel impact du changement climatique en Pays de la Loire sur l'économie régionale? On sait que tous ces sujets-là transforment des filières. Il y a des nouvelles filières. Il y en a beaucoup, j'imagine, ici au salon aujourd'hui, mais il y a aussi des filières qui doivent beaucoup évoluer, voire muter, hein, complètement. Donc, comment ça a de l'impact sur l'emploi? Et on va zoomer aussi, en général, sur l'impact sur l'emploi, et plus spécifiquement sur 2 filières qui sont importantes pour la région des Pays de la Loire. La filière du tourisme, donc quel est l'impact du changement climatique en Pays de la Loire pour la filière du tourisme, et pareil sur le secteur de alimentation / agroalimentaire. Donc ça, c'est des travaux qui vont sortir prochainement au fil de l'eau. Donc on va publier différentes notes et on aura l'occasion sûrement de continuer à faire des conférences, à vulgariser, sensibiliser, faire agir et interpeller, parce que l'objectif vraiment, vous l'avez bien compris, de ce GIEC des Pays de la Loire, c'est de pouvoir apporter des données locales, voire ultra locales. Hein. Je vous l'ai dit, on peut aller jusqu'à la maille
pour ceux qui connaissent bien ce jargon-là, EPCI, mais en tout cas communauté de communes par communauté de communes. Et on le voit bien, nous, on fait beaucoup de conférences avec des ateliers aussi après pour faire agir. On voit bien que quand on parle de votre territoire ou de ce qui se passe à côté de chez vous, on est beaucoup plus sensible que sur des chiffres régionaux, nationaux, voire internationaux. Donc en tout cas, c'est un des objectifs du GIEC des Pays de la Loire et un des objectifs également de pouvoir donner des propositions d'action, des objectifs pour à la fois les acteurs publics et privés. Et qu'ensemble, on puisse travailler sur ces sujets-là pour que chacun intègre ça dans ses feuilles de route de transition. Si vous voulez, les 2 rapports, j'en ai mis un là, mais il est à consulter parce qu'on n'en a plus. En tout cas, vous pouvez les scanner avec ce QR code ou aller voir, il y a un site qui est sorti en septembre dernier, spécifique GIEC des Pays de la Loire, où il y a les différentes informations qu'on met au fur et à mesure, donc vous pouvez aller le voir. Et puis, une petite page de pub, quand même, sur le comité 21 Grand Ouest, en tout cas pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc en effet, on est à l'initiative et c'est nous qui animons avec les scientifiques ce GIEC des Pays de la Loire. Et nous, notre rôle avec nos 200 adhérents, à la fois acteurs publics et privés, c'est d'accompagner les acteurs sur ces sujets-là. Et par exemple, vous voyez, on parlait d'artificialisation. On a un webinar chaque premier mardi du mois. Et là, on va parler artificialisation nette avec une experte du CEREMA. Et puis, on a aussi un accompagnement qui s'appelle éthique. Et là, nous, notre objectif, c'est des accompagnements pas individuels. Nous ne sommes pas un cabinet de conseil. On est un réseau d'acteurs. L'objectif, c'est de partager des pratiques, rencontrer des experts. Et donc, éthique, engagement, territoire, impact, coopération. Vous avez tout compris. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Là, je suis pile poil dans le timing, 48 minutes. Il est 12h54, on a commencé un petit peu en retard, mais si vous souhaitez poser des questions, on peut se prendre 10 minutes avant de manger. Ou pas, vous n'avez peut-être pas de questions. J'ai dû être très clair alors. Bon, en tout cas, je compte sur vous pour agir. Oui, vous voyez, c'est toujours la première qui est compliquée. Attendez. Bonjour Emmanuel, merci Bonjour. pour la clarté de vos informations. Et non, je me demandais, moi, en fait, quel rôle vous jouez, vous, auprès des entreprises et jusqu'où ils viennent vous voir, vous solliciter. Je parlerai même de quelle est votre notoriété auprès des entreprises, parce que quand même... il faudrait que ces chiffres soient portés à leur connaissance. Nous, on est là certainement parce qu'il y a une sensibilité pour le vivant, mais il y en a d'autres qui sont aussi sensibles à leur business. Et donc, du coup, jusqu'où vous pouvez aller ? Jusqu'où on peut aller ? Nous, vous avez bien compris, notre rôle, c'est de la vulgarisation pour mener à l'action. Depuis, attendez, c'est 2020, donc ça va faire 4 ans. Les rapports sont sortis en 2022, on va dire 2023. En tout cas, depuis 2 ans, on a déjà sensibilisé 15 000 personnes en Pays de la Loire. Donc, on a fait notre petite part. Le rôle, en tout cas, l'objectif du GIEC, c'est vraiment un bien commun. Un bien commun des habitants, des salariés des Pays de la Loire. Donc, je vais dire, prenez tout ce que je vous ai dit, faites vos slides, téléchargez les rapports, parlez-en. Après, quand on ne connaît pas, c'est pas toujours facile, mais donc, en tout cas, c'est vraiment cet objectif-là. Et dans les 15 000 personnes sensibilisées, on fait beaucoup sur des territoires, donc auprès d'élus. Alors ça peut être des élus au niveau des élus, mais ça peut être aussi le soir pour des citoyens. Mais les citoyens sont aussi des chefs d'entreprise. Et aussi, moi, je m'occupe plus spécifiquement des entreprises à Comité 21. Et je fais beaucoup de conférences, souvent dans des séminaires, ou alors des fois pour des comités de direction, des COMEX qui ont besoin un petit peu de comprendre ces sujets-là. Donc oui, on fait notre part. Mais vous voyez, 15 000 personnes, je ne sais pas combien on est habitants des Pays de la Loire. Il y a du boulot. Mais justement, le rôle du GIEC, c'est vraiment ça. C'est un outil du bien commun. Prenez-le, diffusez-le. Si vous avez besoin vous êtes sûrement des experts parce que vous êtes un EnviroPro, mais venez nous voir. Il y a les scientifiques qui font On fait tout ce qu'on peut. Il y a 22 scientifiques. Nous, à Comité 21, on est une dizaine. Voilà.
Mais on va continuer en tout cas. On va continuer. Pas de questions? Eh ben, je vous... mangez bien, local, bio. Voilà. Bon appétit, merci.